Je crois que c'est bouton enregistré là. Ouais, ouais, c'est bon. Euh, Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes. Comme ça, les gens qui nous suivent peuvent savoir à qui ils ont affaire. D'accord. Je suis Jafet Souza, j'ai 26 ans, donc je suis banquier de profession et j'habite Paris, enfin la région parisienne. OK. Comment est-ce on s'est rencontrés? Ah voilà, on s'est rencontrés via une association dans laquelle plutôt je fais partie. Je sais pas si Mhm. je peux citer le nom. Il faut faire de la pub. Oui, on s'est rencontrés via l'association Synergie, Mhm. dans lequel je fais partie. C'est enfin la personne, le président ou le coprésident, c'est un ami. Et donc du coup, tu avais fait une intervention sur les investissements sur le marché financier et autres. Et ce qui m'a plu, c'était très pertinent d'ailleurs. Ce qui m'a plu et bah, je fais à peu près le métier dans lequel je dois m'intéresser à la finance et donc j'ai quand même certaines acquis, certains Mhm. acquis plutôt. Et du coup, j'ai trouvé que voilà, c'était intéressant de te rencontrer et d'échanger avec toi. Et si tu peux m'apporter un plus parce qu'on en apprend tous les jours, c'est pas parce que je fais ce métier que je maîtrise forcément d'autres sujets. Mhm. Donc, j'ai trouvé que c'était très pertinent ton intervention et bah, je t'ai contacté. OK, super. Ça fait longtemps que tu travailles à la banque? Non, ça fait un an. Ah non. En fait, là, je sors d'un Master 2 en gestion de patrimoine. OK. Donc, c'était sur ma première expérience, on va dire. Après, j'étais en alternance, donc j'étais quand même dans une entreprise. Mhm. Mais là, en banque, oui, dans le milieu bancaire, effectivement, ça fait un an. Ouais. La banque, c'est très grand. Ouais, parce que j'ai l'impression, quand les gens pensent à la banque, ils ont l'idée que voilà, toutes les personnes qui travaillent à la banque sont des personnes qui comptent de l'argent. C'est vraiment l'idée qui tourne en fait dans la communauté. Moi, personnellement, je suis plus dans le domaine de cash management et trésorerie et liquidité. Dans quel domaine précisément à la banque tu travailles? Je suis en retail. Retail, ok. Retail, oui. Ouais, ouais. Moi, c'est plus corporate, vraiment la D'accord. gestion des grandes entreprises. Et Ok. ce que nous faisons, voilà, j'ai un portefeuille d'environ entre 30 à 40 clients que je gère. Et c'est vraiment m'assurer que voilà, ils ont tous les produits nécessaires et de les assister dans tous leurs problèmes en fait. Et toi, tu t'occupes vraiment des personnes privées. Exactement. Ok, Exactement. ok. Et quelle est ton Parfaitement. expérience? Par rapport à l'expérience, enfin, dans le domaine du travail, Oui, professionnel plutôt. côté politique et tout ça, parce que je sais qu'à la banque, il y a une politique qui règne. Je ne sais pas comment c'est en France, mais Mhm. je sais qu'ici, aux États-Unis, il y a une politique qui règne, qui est, comment dirais-je? Mais je pense que c'est dans tous les grandes entreprises, hein. Dans le corporation, il y a toujours une politique qui règne. Il faut savoir qui tu connais, qui peut faire quoi pour toi, pour pouvoir avancer. Euh, et surtout dans le domaine bancaire, très courant en fait. Surtout ici à Amsterdam, c'est très courant. On appelle ça en néerlandais vriendespolitiek. C'est politique amicale, si on doit traduire ça en français. Plus tu as des amis qui sont bien placés, plus tu fais du bon networking, plus tu vas avancer. Non, après nous, c'est déjà connaître le client. Enfin, c'est plus la proximité avec le client. Okay. Peu importe le client, enfin, qui ait des connaissances ou autre, c'est
enfin, ça compte pas. C'est plutôt connaître. En tout cas, moi, en tout cas, vu que je gère des particuliers, donc plus je connais mon client et mieux on travaillera ensemble. Non, je ne parle pas des côtés rapport client, en fait, mais dans la boîte en soi. Après, la boîte, enfin, je suis dans une grande banque, donc la politique, enfin, je connais, enfin, c'est énorme, c'est vaste, c'est C'est vaste. vrai. Non, mais je sais qu'aux Pays-Bas, c'est vraiment, il y a une politique d'amitié. Plus tu sais qui fréquenter, avec qui parler, et plus tu as la chance de pouvoir avancer dans la boîte. Ah, ok, je vois, ok. Après, ça, c'est partout, en fait, hein. Non, mais ici, C'est, oui, après, c'est. plus, un peu, c'est vrai, c'est vrai. Après, oui, tu as raison, un peu plus, effectivement, oui. Là, je vois à peu près où tu vas en venir, oui. Bah, oui, oui, c'est clairement ça. Oui, plus tu fréquentes des bonnes personnes Ouais, et plus t'es susceptible d'aller loin et haut. Ça c'est vrai, c'est ouais, vrai. Et c'est pas que aux États-Unis ou aux Pays-Bas, hein, c'est même ici c'est partout. Et je dirais aussi pas que dans le milieu bancaire, hein. ouais. Mais bon, moi, j'ai seulement travaillé à la banque et chez Unilever. C'est les deux boîtes. J'ai travaillé à la banque et chez Unilever. Mais chez Unilever, il n'y avait pas vraiment une politique dans le sens tel. Chez Unilever, c'était plus une bureaucratie, en fait. Il y avait vraiment une bureaucratie comme en Afrique. C'est-à-dire que Hmm, le patron, c'est patron. Les gens du bas ne peuvent pas arriver au patron sans passer par. Ça, c'était plus ça, en fait. Mais mon expérience sur le secteur bancaire, c'est que voilà, il y a une politique vraiment. Si tu veux avancer, il faut savoir avec qui prendre ton lunch. Ouais, on va dire ça comme ça. exactement, exactement. Non mais ça a pas changé, hein. Ça a pas changé. Après oui, il y a des évolutions, il y a des évolutions. Ça c'est sûr parce que on est en 2020. Il y a plein de choses, mais c'est vrai que c'est toujours ancré cette culture-là. Non, parce que quand tu finis l'université, tu as plus tendance que voilà, ma connaissance va m'amener très loin. Mais quand tu commences à travailler, tu rentres surtout dans les grandes entreprises, tu remarques que voilà, tu peux être compétent, mais c'est plus ton soft skill qui va vraiment te propulser, on va dire, très loin. Mm. Ça m'avait vraiment marqué quand j'avais commencé à travailler. Mais je me suis vraiment rendu compte, vraiment, quand j'étais rentré dans le secteur bancaire. Ça, c'était, là, je me suis dit que voilà, ici, je dois vraiment plus faire jouer mon soft skills que mes connaissances. Parce que c'est C'est vraiment vrai, ça qui joue un très grand rôle dans les corporations. Voilà. c'est vrai. Merci pour ton temps. C'est gentil de ta part. Je ne sais pas si tu as des questions avant qu'on attaque le sujet. Non, pour l'instant, j'ai pas de questions. Mais je pense que les questions viendront au fur et à mesure. Ça, c'est sûr. OK. Depuis la dernière fois qu'on avait parlé, tu m'as dit que tu as pu ouvrir les comptes chez certains courtiers, Mhm. DEGIRO et Trading 212. OK. Tu peux te loguer sur ton plateforme, DEGIRO surtout, je vais faire la même chose de mon côté. C'est fait? Je suis en train de me connecter. OK. Ce qui est bien avec DEGIRO, c'est que c'est une plateforme qui est très, très facile à utiliser, vraiment user-friendly. Donc, pour naviguer sur ces plateformes, c'est très facile. Attends, je vais le faire sur le PC. Parce que... Et les portefeuilles que tu avais chez l'autre broker, tu as pu le liquider ou bien tu l'as toujours? Je l'ai toujours. Tu l'as toujours. OK. Mais c'est bizarre, hein, là, il prend énormément de la valeur.
Ah bon? Donc, Ok, il faut ouais, regarder alors. ouais, je vais voir, mais peut-être solder certaines actions, je pense. J'arrive pas à me connecter, c'est bizarre. Parce qu'en ce moment, tu as déjà un portefeuille que tu investis chez un autre courtier, n'est-ce pas? Exactement. Ok. Et ce portefeuille, tu l'as depuis quand? Ouh, depuis, ça fait un an. Alors. Et Un comment an, tu, ça va faire un an. tu vas faire? Non. Et comment tu investis? Est-ce que tu places de l'argent consistamment chaque mois ou bien Attends, c'est comment? excuse-moi de te couper. J'arrive pas à me connecter sur Sur les des zéros. jours? Je pense qu'il y a un problème. Non, je pense qu'il y a un problème parce que moi non plus. Ok, j'arrive pas. On va réessayer tout à l'heure, peut-être. Parce que moi non plus. Et ils doivent sûrement avoir un problème technique. Parce que c'est moi si ça continue à tourner, mais ça ne m'ouvre pas les portes. Ok, bon, on va attendre. Oui, donc je disais, ouais, ça va faire un an. Ok. Et j'investis, en fait, tous les mois, je me dis qu'au moins, je mets 100 euros, j'achète soit une action, ou enfin, au moins, je mets 100 euros sur ce portefeuille-là. Ok. Et pour toi personnellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, quand tu as commencé à investir, est-ce que tu avais mis un grand montant ou bien tu avais commencé avec des petits montants? Parce que les gens pensent que voilà, pour pouvoir investir, il faut avoir un très grand capital pour se lancer. Comment est-ce que et avec quel budget tu t'es lancé? Après, moi, je me suis beaucoup documenté aussi Mhm. par rapport à la question que tu m'as posée. Est-ce qu'il faut avoir une mise de départ ou partir sur un petit truc? Après, j'ai lu, j'étais tombé sur des vidéos sur YouTube, hein. OK. Et il y avait un gars qui parlait des avantages de l'effet cumulé, l'effet cumulé. Non, OK. l'effet composé ou j'ai Ouais, oublié l'effet composé, oui. Les intérêts voilà, composés. les intérêts composés, voilà, les intérêts composés. Donc, le principe, c'est quoi? Tu investis une petite somme qui va être capitalisée et le mois suivant, tu investis, etc. Donc, du coup, je suis parti sur des petits investissements. La mise de départ, j'ai mis quoi? J'ai mis, bah, pour ouvrir le compte, il fallait faire un dépôt de 200 euros. OK. Donc, j'ai fait un dépôt de 200 et c'est avec ces 200-là que j'ai commencé. Voilà. Donc, pour les gens qui se disent que voilà, moi, j'ai pas d'argent ou bien j'ai pas un très grand capital, voilà, je fais à commencer avec 200 euros seulement. Hmm. Moi-même, personnellement, j'avais commencé à 25 euros. Tu vois. Donc, tu n'as pas besoin d'un très grand capital pour pouvoir te lancer euh, et commencer à investir en bourse. Après, il faut Mais être constant, en fait. voilà, il faut être constant à continuer à investir régulièrement. J'arrive toujours pas à me connecter, hein. Moi non plus, mais je suis en train d'essayer de voir si je peux me connecter sur Trading Ok. euh, Toronto. Je pense que les jureurs, ils doivent avoir un Ouais, c'est souci bon. technique. Trading 2 en tout, je suis connecté, hein, c'est bon. OK. Ben, chez moi, c'est en train de se lancer. Oui, donc pour revenir, oui, il faut, enfin, là, après mon portefeuille, je suis à plus de 1000 euros et des poussières. J'ai pas regardé exactement. Mhm. Euh, mais après, c'est quelque chose sur lequel je mets tous les mois au moins 50 euros et je suis pas tous les jours à regarder comment ça évolue. Euh, mais je mets. C'est comme une épargne, on OK, va dire. mais c'est bien. Mais moi, par contre, les portefeuilles, je les suis très couramment, moi, tous les jours. Bah, du coup, c'est pour ça que toi et moi, on est là. C'est que Je tu les puisses me suis tous les conseiller par jours. rapport à ça. Tous les jours, en fait, pour deux raisons, en fait. Premièrement, j'aimerais savoir, j'aimerais être au courant de tout ce qui est en train de se passer, pouvoir monitorer mon évolution, tu vois. Parce que à la fin de la journée, ce que je fais, j'imprime de tous les portefeuilles que j'ai, comment est-ce que le portefeuille a performé par jour. Hein. Hmm. Comme ça, je peux traquer ça à la fin à tous les mois. Et chaque 3 mois, quand j'ai fait l'évaluation, de voir comment j'ai performé
et de pouvoir comparer. Comme ça, je sais que voilà, avant de faire l'année, je sais si je veux pouvoir atteindre mes objectifs ou pas. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois faire pour quand même pouvoir l'atteindre? Comme ça, à la fin de l'année, je peux dire que voilà, voici l'objectif que je m'étais mis en tête. Voilà, je l'ai atteint et voici comment j'ai pu l'atteindre. Voilà. Donc, la seule raison pour laquelle je traque mes portefeuilles tous les jours, c'est pour voir tous les mouvements. Et comme ça, à la fin de la journée, j'imprime le portefeuille et je mets ça dans le classeur. Ça me permet en fait, à la fin du mois, de tout contrôler et chaque mois de pouvoir comparer. Et chaque 3 mois, j'ai fait l'évolution de tous les portefeuilles. C'est-à-dire que je regarde comment est-ce que les portefeuilles ont performé, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas vraiment plutôt pour faire des changements ou quoi que ce soit, mais c'est plus pour suivre l'évolution. Parce que les compagnies sont obligées de publier leurs rapports financiers chaque 3 mois. Donc, chaque 3 mois, je regarde ce que la compagnie avait dit qu'elle allait faire les 3 mois qui suivaient, voir si aussi l'évolution correspond avec les plannings de la société. Ça me permet aussi, de cette manière-là, de tout pouvoir traquer et de tout pouvoir mesurer. Deuxièmement, quand il y a un très grand changement de cours d'une action, je peux voir ça directement et pouvoir monétiser ça aussi, direct. C'est-à-dire, si je vois une action baisser de 15% à la journée, je sais que mon threshold est de 10%. Voilà. J'ai un threshold de 10%. Ça, c'est mon chiffre minimal. Je dis que voilà, si une valeur descend de 10%, soit je ravitaille, soit je liquide. Étant donné que la majorité des actions que j'ai dans mon portefeuille sont tous des portefeuilles, soit des valeurs, soit des croissances. Les valeurs spéculatives composent entre 7 à 10% de mon portefeuille. Quand je vois une valeur spéculative descendre de plus de 10, il y a un feu rouge dans ma tête qui claque, qui bouge en fait, qui me dit voilà, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui fait que cette valeur est en train de chuter? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se passe? Si après mes analyses, je vois que voilà, il n'y a rien de grave, pour faire du dollar cost averaging et je rajoute des fonds sur cette valeur pour réduire mon coût d'entrée. Si je vois que voilà, ça ne se passe pas, ça va trop chuter, ou bien qu'il y a quelque chose qui a changé drastiquement, je liquide. Mais ça, c'est seulement dans les valeurs spéculatives. Donc, 10%, c'est vraiment mon threshold. Si ça descend, soit je ravitaille le compte pour acheter les nouvelles actions, soit je liquide. Mais ça, c'est seulement dans les valeurs spéculatives. Dans les valeurs de croissance ou bien les valeurs de valeur, ça, de ce côté-là, je ne me dérange pas. Ça ne me dit rien. Ça peut monter comme ça peut descendre. Si ça descend, tant mieux, j'en rachète de plus. Si ça monte, tant mieux, je ne fais rien. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Et la troisième raison… Mais du coup, excuse-moi de te couper. Ça, du coup, tu peux faire un changement, par exemple, combien de changements sur une semaine si le marché varie énormément? Ça dépend, comme Enfin, je dis. c'est déjà la question. Je vais mieux poser ma question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire plusieurs changements dans la semaine? Parce qu'il y a eu beaucoup que ce soit de l'actualité financière qui a bouleversé les marchés, qui ont impacté ton portefeuille? Oui, je vais donner un exemple très simple. C'est Intel. Intel, il y a certains mois, la valeur avait chuté de plus de 10%. Je pense que la valeur avait chuté de plus de 16%. Voilà. Quand c'est descendu au-dessus de 10, j'ai racheté encore des actions.
Et par après, ça continue à descendre. J'ai racheté encore des actions. Hein. Récemment, ça fait la même chose. Quand Intel a publié ses chiffres du troisième trimestre, les chiffres et les expectations des analystes n'étaient pas bonnes. Donc, la valeur a chuté. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai racheté encore les actions parce que d'après mes analyses, la valeur Intel, sa vraie valeur instinctive est entre je pense que c'était, d'après mes calculs, entre le 90 à 95 dollars. Mais l'action, au cours d'aujourd'hui, c'est vendre, si je ne me trompe pas, entre 40 à 50 dollars. Donc, si je la garde pendant, disons, plus de 5 ans, je sais que j'aurais récupéré mon investissement et même doublé ça même. Tu vois. Et je fais ça souvent. Hein, tu vois. Si je vois que voilà, il y a une valeur qui baisse dramatiquement, je mets des fonds pour pouvoir en racheter. Ça, je fais ça souvent. Mais normalement, c'est très rare de voir une valeur bouger une semaine sans des mauvaises nouvelles. Tu vois. La majorité du temps, les mauvaises nouvelles sortent seulement, enfin pas vraiment seulement, mais la majorité du temps après le earning, c'est-à-dire soit avant que la compagnie publie les rapports financiers, soit après. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de traders et beaucoup d'investisseurs qui jouent entre ce temps-là. C'est-à-dire qu'ils préfèrent attendre d'investir avant que la compagnie sorte leur rapport financier, ou bien par après. Comme ça, ils peuvent jouer, en fait, ou bien spéculer sur les news ou bien les nouvelles que la compagnie va publier. Si les nouvelles sont bonnes, le cours de l'action va monter. Si les nouvelles sont mauvaises, le cours de l'action va descendre. Et tu peux jouer, en fait, avec cette information-là. Et la troisième raison, en fait, pour laquelle je traque mes investissements, c'est que voilà, je dois rapporter à la maison comment les investissements se passent. C'est un peu ça. Donc, je gère en fait un fonds d'investissement en fait pour nous et notre famille. Donc, c'est bien aussi pour toute clarité, toute honnêteté et transparence et de pouvoir rapporter ce chiffre-là à la fin du mois à la maison. Malgré que ça n'a aucun impact. Je ne pense pas que faut faire ces informations, mais dans toute honnêteté, avec toute transparence, ce sont des informations que quand même il faut donner, même si les gens ne font rien avec. Mais au moins, ils ont l'information et ils ne peuvent pas dire qu'on ne savait pas. C'est plus ça, en fait. Tu t'es logué, en fait. Tu as pu te loguer sur Trading? Oui. OK. Voilà, moi, je suis… Et c'est dommage que des Giro déconne, parce que c'est la meilleure plateforme, en fait. Il y a plus de choix, il y a plus de… Non. Bon, moi, j'arrive à me loguer, mais ça montre ça montre pas les portefeuilles, en fait. Moi, je n'arrive toujours pas. Sur lequel? Trading 212, c'est Non, bon. sur des Giro. Sur des Giro, j'arrive à me loguer, mais ça ne montre rien. Mais après, on va faire avec Trading. Normalement, quand tu arrives à te loguer, il y a un bouton qui te dit Watch List. Sur Trading 212? Oui. Moi, j'ai directement accès aux différentes valeurs. Je peux te montrer? Ah, si tu veux partager ton écran, il n'y a pas de souci. Non, enfin, je suis sur mon téléphone. Oh, tu as sur ton téléphone. OK. Tu veux que je sois sur l'ordinateur? Je peux le faire sur l'ordinateur. OK, après, si tu veux faire sur l'ordinateur et partager ton écran, c'est bon. Oui, attends, je vais faire ça, c'est mieux. La seule raison pour laquelle j'ai ouvert, en fait,
le compte chez Trading 202, c'est qu'en fait, c'est l'un des seuls brokers en Europe qui nous donne la possibilité d'acheter des fractions des actions. Tu vois, et, pour les actions qui ont un prix un peu élevé, c'est intéressant. Prenons l'exemple, si tu voudrais investir dans une action comme Amazon, qui coûte plus de 3 000 euros, pour les gens qui n'ont pas ce capital-là, peuvent investir dans la société Amazon, même avec 1 euro. Et tu peux continuer à y mettre jusqu'à ce que tu atteins le montant exact pour pouvoir acheter une action. Et ça, c'est pour toutes les actions. Tu vois, même si tu veux investir, on va dire, dans Peugeot, voilà, tu veux investir 50 centimes dans Peugeot, tu peux investir 50 centimes dans Peugeot, dans l'action de Peugeot, avec cette plateforme. Donc, c'est l'un des seuls, en fait, qui te donne la possibilité de pouvoir acheter des fractions d'actions. De cette manière, pouvoir investir des petites sommes, en fait. Parce qu'à m'ajouter des plateformes, ne te donne pas cette possibilité-là. Ok. C'est bon, j'y suis. Okay. Si tout va bien, normalement, tu as la possibilité de partager ton écran, si je ne me trompe pas. Faut que tu débloques. Tu as désactivé le partage d'écran. Je pense que... attends. Il me dit l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Ok, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Voilà, super. Tu as ça en français, en fait. Ah, en français? C'est plus facile pour toi en anglais? Ouais. Attends, je vais voir si je peux mettre en anglais. Non, ça ne doit pas vraiment changer grand-chose. Hein. Non, laisse comme ça, c'est bon. Laisse comme ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est quelle action, ça? C'est... Ça, c'est l'écran de base. Hein. Je n'ai rien fait. J'ai pas... Ouais, mais ça en anglais, c'est mieux. Ça va me donner du travail plus de commencer à tout traduire. Ouais, ça va être plus compliqué. Ah, paramètres. Je vais mettre en anglais. Je sais même pas s'il y a l'anglais. Je vais essayer de voir si de mon côté. Je vais là aussi. Hein. Espagnol. C'est bizarre, il n'y a pas l'anglais. Peut-être parce que tu es en France. Attends. Voilà. Tu vois mon écran? Non. Attends. 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 Je vais... Tu vois mon écran maintenant? Il faut que je revienne. La technologie, c'est compliqué. Ah, là, je vois. C'est toi que je vois. Mais tu vois pas mon écran? Ah. Et maintenant? Ah, c'est bon. Anglais. English. OK.
Bon, là, du coup, c'est moi qui ne va plus comprendre. Enfin, je vais essayer. Là, c'est en anglais. Ok, ça va alors. Euh, voilà. Normalement, si tu cherches une valeur, Mhm. mets par exemple Apple. OK. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer au marché financier, mais ok, c'est bon. Vas-y. Ah, je suis sur Apple. Voilà, reste comme ça. Parce que OK. ça donnera seulement le graphique en fait. OK. Voilà. Donc, ça. Normalement, de l'autre côté, tu as sell and buy. Donc, si tu veux acheter ou bien tu veux vendre, clique Mhm. sur buy. OK. Ça dit que tu n'as pas changement de fonds. Ah, OK. parce que j'ai pas fait de dépôt encore. Ouais. Mais normalement, tu dois avoir la possibilité de Ah, pouvoir. un compte de démo? Euh, tu as un compte démo? Oui, j'ai un compte. Là, je suis sur mon compte réel. J'ai OK. pas encore fait de Ouvre ton. dépôt. OK. Parce que normalement, OK. parce que chez les euros, tu as la possibilité de les cliquer même si tu n'as pas d'argent, quoi. Tu vois, tu n'es pas obligatoirement obligé d'acheter. C'est plus en fait pour te faire voir en fait les options d'achat que tu as dans chaque plateforme. Ah, d'accord. Mais chez eux, c'est compliqué. Ah, voilà, du coup, c'est en anglais, là. C'est... Tac, 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 Si tac. si ça c'est ton compte virtuel, c'est bon. Euh, Non, là, c'est mon compte. Là, c'était le compte, le vrai, le réel. OK, va prendre ton compte virtuel alors. Ah, voilà. Switch to practice. Ouais. OK. Mhm. Oui, en restant sur la valeur Apple. OK. Voilà. Clique sur Buy. Ah, il a acheté directement. Non, il ne peut pas. Si. Non. Regarde. Je clique sur buy. Attends, c'est quoi ça? Parce que normalement, tu dois indiquer en fait pour combien tu veux acheter avant qu'il exécute l'ordre que tu as donné. Oh, c'est bien ça, je viens de l'acheter là. Il est là. C'est bizarre, hein. Attends, je vais la clôturer. Ok, on recommence. OK. Euh, C'est là, hein. ouais. Buy, sell, c'est là, là. Parce que normalement, quand tu cliques sur Buy, il doit te donner une option de à combien tu veux l'acheter, combien d'actions tu veux acheter avant qu'il puisse exécuter l'ordre que tu vas donner. Attends, monte, descends, 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 descends. OK, OK, OK. Voilà, c'est ici. En fait, monte, monte, monte.
Voilà, tu vois, il en a acheté, là, c'est la quantité. OK, il met tout, en fait tout, OK. Donc, ici, en fait, tu peux mettre le nombre d'actions que tu vas acheter. Mhm. Mais le plus important, c'est le prix, en fait. Essaie de descendre. Bon. Monte encore. Monte. Encore. Ouais, en fait, il te donne pas la possibilité de. Oui, je pense parce que je suis en compte démo en fait. Ouais. Non, parce que normalement, dans le compte normal, Mhm. on a la possibilité, en fait, de prendre ton point d'entrée. C'est-à-dire que, voilà, si toi, personnellement, tu veux acheter cette valeur, elle a maintenant, tu peux l'acheter à 120. Si toi, tu dis, voilà, je suis seulement prêt à payer, disons, on va dire 110, tu peux donner ton ordre à 110. Et ils vont enregistrer ton ordre de virement, ton ordre de transaction à 110. C'est-à-dire que le système va attendre que tu atteins, la valeur atteint le prix que tu as donné pour pouvoir Mhm. l'acheter. Et c'est ça qu'on appelle un limit order, un ordre Ok, limité. ok, Seulement quand tu donnes un ordre d'achat, tu dois mettre tous les éléments en fait. Est-ce que tu veux que le plateforme exécute la transaction à l'ouverture du marché? Et c'est ça qu'on appelle souvent, c'est ça qu'on appelle un market order. ok. C'est-à-dire que voilà, Donc, market order, c'est-à-dire que voilà, euh, tu donnes euh, l'autorisation à la plateforme d'acheter le titre que tu veux à n'importe quel prix. ok. Mais ce qui veut dire que l'ordre s'exécute à l'ouverture du marché. Ça peut exécuter, ça s'exécute souvent à l'ouverture du marché, mais c'est eux qui vont choisir le prix pour toi. D'accord, ok. Donc toi, tu dis que Mais voilà, du coup, je prends un exemple. Si les marchés ont fermé, je prends l'exemple d'Apple. Les marchés hier ont fermé à 110. yeah. Et, parce que je pense que tu peux trader après la fermeture du marché. C'est possible ça? Pas pour nous, hein, pas pour nous. Ok. C'est-à-dire que Ouais, les donc, institutionnels, ils ont peut-être la possibilité de pouvoir envoyer des ordres, mais une fois que le marché est clôturé, tu peux envoyer ton clôturé. ordre dans les virements ou bien les transactions, mais ça sera seulement exécuté le jour prochain à l'ouverture du marché. Par D'accord. exemple, Ok. admettons que le marché clôture, je veux acheter par exemple la société Danone et Mhm. le marché à Paris ferme à 18 heures. Si j'envoie mon ordre après 18 heures, disons à 18h15, il ne sera pas exécuté. Il sera seulement exécuté le lendemain. Mais le système en prendra en compte. Tu vois. Mais ce qui est bien aussi, que je sais que j'aime chez Digiro, c'est que tu peux l'annuler aussi. Tu vois. Si tu donnes un ordre D'accord. et par exemple, tu te rends compte que voilà, tu as fait une erreur, tu peux l'annuler. Tant que l'ordre n'est pas encore exécuté, tu peux l'annuler comme tu veux. D'accord. Mais du coup, il n'y a pas de frais? Il n'y a pas de frais Non, pour il n'y a pas de l'annulation? frais d'annulation chez les jurons, en fait. Il n'y en a pas. D'accord. Tu peux essayer encore de voir si tu arrives à te loguer sur des jurons sur ton téléphone ou bien sur ton PC. Parce que moi, j'arrive. Maintenant, ça donne. Seulement, le portefeuille n'est pas visible. Mais tu peux te loguer et voir tous les valeurs. Non, toujours pas. Donc, je sais pas. Ça charge. Donc là, j'ai le même problème que toi tout à l'heure. Ça charge, mais Ça continue, ça tourne. ça continue à charger. OK. Donc, moi, j'arrive à me loguer, en fait. Ce que j'aime, en fait, sur cette plateforme, Mhm. c'est que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment user-friendly, quoi. Tu vois. Trading 202, je l'utilise seulement pour acheter les fractions, des actions que je dis que voilà, j'ai pas envie de mettre tout ce paquet pour seulement acheter une action.
ou bien tu dois attendre que le titre descende à un prix vraiment exorbitant et que ça fasse vraiment une grande chute, ou bien tu achètes des fractions d'actions. Mais les plateformes que j'utilise le plus, c'est les Giro. Et chez les Giro, tu as la possibilité, en fait, quand tu veux donner un ordre d'action, de pouvoir choisir est-ce que tu veux donner l'ordre seulement pour aujourd'hui, ou bien tu veux avoir la possibilité de mettre l'ordre d'exécution pendant 1 an ou bien peut-être plus. C'est-à-dire qu'au moment que tu donnes, oui, au moment que tu donnes le prix que tu vas acheter, l'ordre sera seulement exécuté si la valeur atteint ton prix d'entrée. Ça peut faire 10 ans, comme ça fait faire je ne sais pas quoi. Mais l'ordre sera seulement exécuté si la valeur arrive au prix auquel tu veux l'acheter. Mais elle ne sera jamais, comment dirais-je, annulée dans la plateforme, si toi, tu ne le fais pas. Mais tu dois bien donner et indiquer que voilà, c'est un ordre continuel. Parce que tu as la possibilité de donner un ordre qui sera exécuté le même jour. C'est-à-dire que si le marché est clôturé et que la valeur que tu voulais acheter n'a pas atteint le prix que tu veux, elle est annulée. Admettons que, par exemple, je veux acheter une action d'Apple et je dis que voilà, moi, je suis seulement prêt à acheter l'action à 115 $. L'action est maintenant à 120. Oui. Si le cours de l'action en bourse ne descend pas au prix des 115 avant la fin de la journée, après la fin de la journée, mon ordre sera annulé après la clôture du marché. Mais ça, c'est seulement si je donne l'ordre de l'exécution journalier. Donc voilà, il faut l'exécuter aujourd'hui. Mais j'ai la possibilité aussi de donner un ordre continuel. C'est-à-dire que la valeur ou bien mon ordre de transaction sera et restera à la plateforme tant que la valeur n'aura pas atteint le prix d'achat que je veux. Mais ce que la plateforme fait, c'est de réserver l'argent que tu as mis pour ce titre. Admettons que je veux acheter 30 actions de Apple au prix de 100. Si j'ai cet argent sur mon compte, elle sera bloquée pour faire l'achat pour ce titre-là. Donc, DEGIRO bloque la somme pour faire cet achat-là. Donc, la somme, elle est réservée automatiquement au moment d'achat. D'accord. Et tu peux, par après, comme je dis, tu peux l'annuler si tu veux, échanger. Et ça ne te coûte rien du tout. Ça ne te coûte absolument rien. C'est plus pratique, effectivement, sur des jours. Mais j'avais déjà entendu parler de cette plateforme aussi. En bien. Bah, quand je regardais les vidéos sur YouTube, là, il y a plein des youtubeurs qui font du trading qui l'a présenté aussi. Même au niveau des frais et tout. Et c'est assez ergonomique et plus pratique en tout cas. Tu peux remettre les choses comme c'était avant. Comme ça, je vais faire ça à partir d'ici. C'est plus facile. Ok. Là, du coup, j'arrête le partage. Ouais. Voilà. Okay. Parce que normalement, tu as plusieurs en fait, types d'ordres d'achat. Tu as le limit order. C'est que moi, je préfère en fait. C'est-à-dire que voilà, tu donnes l'ordre d'achat, mais au prix que toi, tu veux. Et c'est ça, c'est ma préférence en fait. J'aime pas acheter les titres au prix du marché. Ça, je le fais jamais. Voilà, je donne mon prix d'entrée. Je dis voilà, je vais acheter ce titre à tel prix et l'ordre sera seulement exécuté si la valeur atteint le prix que je souhaite. Et tant que la valeur n'a pas atteint le prix que je souhaite, l'ordre va rester. Si c'est un ordre continuel. Excuse-moi de te couper. Mais du coup, il faut quand même être… enfin, je prends un exemple d'Apple, là. C'était à 120, tu ne vas pas rentrer à 50 €, enfin, ou du moins…
voilà, faut être réaliste aussi. Tu peux le mettre à 50 si tu veux. Mais non, mais normalement, quand tu veux investir dans un titre, il faut faire les analyses Hmm, fondamentaux et techniques pour voir en fait à quel point tu veux entrer. Et quand je fais mes analyses techniques, il y a plusieurs indicateurs que je prends en compte en fait. Je prends la moyenne des mouvements du titre, euh, les, euh, les 20, les 20 semaines. Tu vois, tu prends la moyenne des 52 semaines, de 20 semaines et de 200 jours. Tu vois. Tu peux voir comment est-ce que le titre euh, bouge. ok. Voilà. Si je veux investir vraiment sur long terme, je peux prendre la moyenne et regarder le graphique du titre de ces derniers 5 ans pour vraiment étudier comment est-ce que la valeur a évolué et quels sont les mouvements. Tu vois. Et quand tu prends une de moyenne, tu sais comment le titre a performé, tu sais à quel point tu dois entrer. Tu vois, si je prends par exemple un titre et je vais regarder, voilà, quels étaient les mouvements ces derniers 3 mois, tu prends la moyenne de ces derniers 3 mois, tu sais que voilà, le titre, la manière dont ça bouge, a toujours une ligne de support et une ligne de résistance. Tu vois. Et quand tu regardes la ligne de support et la ligne de résistance, tu peux facilement avoir ton point d'entrée en fait. Donc, le point d'entrée que j'utilise, ce n'est pas des points d'entrée imaginaires, en fait. Ce sont des points d'entrée qui sont basés sur l'analyse Des technique et analyses. les Ok. mouvements du titre. Ce n'est pas que voilà, tu te réveilles le matin et tu te dis non, je vais acheter le titre à 10 euros. Non, ce n'est pas comme ça que ça Bah, fonctionne. pour moi, qui connais rien, donc je me dis, attends, faut pas être. Ok, d'accord, oui, donc Ah, c'est sur des choses concrètes et effectivement, oui, là, tu peux, oui, ça te donne un peu plus de visuel. Parce que c'est vrai que c'était flou pour moi, en fait, quand tu me dis, oui, tu peux acheter à n'importe quel, enfin, ou du moins, tu peux poser tes conditions. Donc, je me dis, attends, au lieu de l'acheter à 120, enfin, je peux mettre 50 euros ou 10 euros. ah, tu peux donner ton point d'entrée, mais cela ne veut pas dire que le titre va arriver à ce prix-là. Tu vois, il y a des titres euh, sur lesquels j'avais mis des ordres, mais que les ordres n'ont été seulement exécutés qu'après 1 an ou 2 ans. Ah oui, d'accord. Hein, tu vois. Ça, c'est possible aussi. Je peux donner un ordre de virement que le prix, ou bien le prix du titre, ne descend jamais au prix que tu veux. Et Hmm. là, tu as deux choix. Soit tu annules ton ordre de virement et tu passes à quelque chose d'autre, soit tu fais comme un investisseur intelligent, tu joues au jeu de la patience. Voilà, tu joues au jeu de la patience. Donc, mais l'investissement, la patience et la psychologique jouent un rôle très important que je pense que beaucoup de gens oublient. Il faut être très patient. Et une fois que tu as décidé que voilà, cette compagnie, voici son prix, voici ce qu'elle vaut, voici le prix que je suis prêt à payer, ben, tu restes sur ta position, qu'il a, qu'il pleut ou bien qu'il neige, tu restes sur ta position. Une histoire en fait très simple. Quand Warren Buffett avait commencé, il avait acheté une société des bonbons. Je ne me rappelle pas si c'était un truc. Je ne me rappelle plus le nom de la société en fait. Il avait acheté la société, c'était à 24 millions, ou bien 24 milliards. Le propriétaire de la société lui avait demandé de payer 29. Et Buffett lui a dit non. Selon mes analyses, selon mes calculs, voici à combien vaut ta compagnie. Et je ne suis pas prêt à payer plus que ça. Hmm. Non, c'était voilà, c'était 24 millions. Je ne suis pas prêt à payer plus que ça. Mais il y avait seulement une différence de combien? 5 millions. Et ce n'est pas que Warren Buffett n'avait pas les 5 millions pour payer la société. Non, il avait suffisamment d'argent. Mais selon ses analyses fondamentaux, la société
en valait 24 millions et non pas 29 comme le propriétaire avait demandé. Hmm. Mais ils ont pu conclure ces deals-là. Le propriétaire a vendu la compagnie à Warren Buffett à 24 millions. La Ah oui. compagnie, à l'heure actuelle, en vaut plus d'1 milliard. Ouais. Tu vois. Donc, il faut bien analyser l'entreprise parce que je pense que là où ça pète souvent, c'est que les gens voient l'investissement en bourse ou bien les titres. Comme c'est sur les ordinateurs, il n'y a pas vraiment un truc tangible. Les gens pensent que voilà, c'est seulement sur l'ordi, il y a pas, c'est pas tangible en fait, c'est pas quelque chose que tu peux toucher ou bien sentir. Mais quand vous investissez en bourse, vous achetez en fait des parts d'une compagnie. Tu vois, tu vas pas aller acheter une compagnie qui en vaut 10 à 100 euros. Au moins que tu sois très généreux. Tu dis que voilà, monsieur, bien madame, vous êtes très gentil. Merci de me donner merci de me vendre votre société. Je sais qu'elle en vaut 10, mais moi, je vous donne 100. C'est que tu as des informations qu'eux n'ont pas. Hmm. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Au moment que tu sais que tu as valorisé la compagnie à tel prix, tu sais que voilà, selon les informations que j'ai, voici ce que la compagnie vaut. Pourquoi tu vas aller payer plus? Pourquoi? Tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit toujours en bourse, en fait, si tu dois acheter un titre, n'achète jamais au prix le plus haut. N'achète jamais au plus haut. Parce que le prix descend toujours. Toujours. Il y aura un moment que ça va casser. Tu vois. Et quand les gens voient les titres monter, ils se disent non, j'ai raté le train, j'ai raté le train. Non, il faut pas. Quand tu as fait tes analyses et tu as ton prix, il faut rester là-dessus. Il faut rester là-dessus. Parce que ça casse toujours. Tu vois. Un titre va monter, le prix va monter, mais elle va casser à un moment ou l'autre. Tu vois, elle va casser. Quand un titre casse, c'est là que tu rentres, dépendant du pourcentage de baisse. Si un titre baisse de 3%, je ne vais pas l'acheter. Tu vois. Ah d'accord. Pourquoi? Enfin, Parce que la la baisse n'est pas cassure ou bien assez. la correction n'est pas si intéressante. Est-ce Elle qu'il y a doit une au limite? moins, Il y a un minimum ou pas au niveau de la baisse pour s'il y, a, rentrer sur. s'il y a plus de 10%, tu vas la descendre plus de 10%. Comme ça, je sais que voilà, soit c'est une correction, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est après d'analyser qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je pense que la société va pouvoir se remettre? Si c'est le cas, tu investis. Mais si c'est une baisse de 3%, je ne vais pas investir là-dedans. Elle doit être quand même significatif pour pouvoir prendre une position. Et toutes les baisses ne sont pas toujours des bonnes nouvelles pour investir. Quoi. Tu vois, si tu vois une compagnie qui est en train de descendre, aujourd'hui à des 110, tu dis que voilà, c'est moins cher. Oui, bien sûr. Mais il faut bien savoir pourquoi est-ce que la valeur est baissière. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Peut-être il y a un souci financier ou bien une fraude, bien je ne sais pas quoi. Il faut bien comprendre pourquoi est-ce que la valeur est en train de baisser. Et c'est la raison, en fait, pour laquelle que je traque mes portefeuilles tous les jours. Je dois savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu vois? Les grands investisseurs disent toujours oui, il ne faut pas regarder ça tous les jours. Non, non, moi, c'est de l'argent et je regarde ça tous les jours. Je dois savoir ce qui est en train de se passer avec mon argent. Tu vois? Ouais. Je regarde ça tous les jours, au moins 3 fois par jour. 3 fois par jour. D'accord. Ok. Le matin, quand j'arrive, j'ai fait mes analyses. L'après-midi, quand le marché américain ouvre, je regarde. Le soir, avant de partir du boulot, je regarde, puis j'imprime tout ce que j'ai imprimé, puis c'est fini. Parce que je n'investis pas vraiment beaucoup sur le marché européen.
Et j'ai très peu de titres sur le marché européen. Donc, et les titres sur le marché européen ne bougent pas vraiment beaucoup. Donc, ça ne me demande pas vraiment beaucoup de travail comme sur le marché américain. Tu vois. Sur mon portefeuille de retraite, si j'ai trop de titres européens, c'est peut-être 5. Tu vois. Et ça me demande moins de travail que sur le marché américain. Parce que le marché européen est quand même un peu plus stable, mais tout est lié. Tu vois, s'il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis, le marché ici va le savoir et diriger ces mouvements de cette tendance. Mais ce qui est bien, c'est que les nouvelles du marché de demain, vous pouvez le savoir à la clôture du marché. Tu vois, la tendance les jours d'après, les gens qui sont dans le business le savent le soir même. Et tu sais comment le marché va se diriger demain. Tu peux avoir un sens de comment est-ce que le marché va performer demain. Parce que le marché du futur, on vous l'a dit, tu vois, quand tu regardes les informations, je dis voilà, voici ce qu'on attend du futur de demain ou bien d'aujourd'hui, comment ça va performer. Et tu peux avoir une idée de comment est-ce que le marché va performer demain si il n'y a pas de grandes news ou bien quoi que ce soit. Tu vois, s'il n'y a pas vraiment quelque chose d'inattendu, tu sais comment le marché va performer demain. Quand je dis le marché, en global, je ne parle pas des titres. Tu vois. Tu ne vas pas savoir comment le titre Apple va performer demain. Je ne sais pas, mais le marché en soi, tu peux voir que voilà ce qu'on attend des contrats futurs, la performance de demain. Et ça te donne quand même une idée de comment est-ce que le marché va performer demain. Mais ça demande un peu plus d'espérance. Il y a un autre, un ordre d'achat. Le mark order, on a parlé de ça. Le mark order, en fait, c'est un ordre d'achat que tu donnes au marché. Ouais, au marché et puis ils t'achètent le titre au prix que eux-mêmes vont décider pour toi. Le titre, pardon, l'autre qui est intéressant, mais qui est très peu utilisé pour les personnes qui perdent beaucoup d'argent en bourse, c'est les stop loss. Et un stop loss est un ordre, en fait, que tu donnes à ton courtier pour limiter ton coulée de sang. C'est-à-dire que voilà, tu donnes, l'autre, ils disent que voilà, si bien la valeur que j'ai atteint tel niveau, il faut le liquider. Et ils vont le liquider. Tu vois, tu donnes. À l'achat comme à la revente? À l'achat comme à la revente. Ok. Pardon, le stop loss, c'est quand tu veux vendre. Ok. Donc, en fait, tu donnes un ordre pour vendre. Ouais, tu donnes un ordre pour vendre un titre si le titre descend jusqu'à un certain niveau. Tu vois, si par exemple, tu dis, voilà, mon niveau de risque ou bien mon threshold est de 10%, c'est-à-dire si une valeur descend ou bien est baissière de plus, ou bien, si mon titre est baissière de 10%, si elle dépasse les 10%, elle sera vendue automatiquement. Voilà. Si, on va prendre un exemple, tu as un titre que tu as acheté à 5 euros, voilà, moi je suis prêt à perdre 10 euros dans ce titre-là. Donc, c'est-à-dire que si le titre arrive à un prix de 90, elle descend, on va dire 90, 99, pardon, 80, 89 et quelques, 89,99, elle sera liquidée. Parce que ton threshold est de 10%. Mais c'est un ordre que tu peux donner à ton courtier pour le faire. Okay. Et ça, c'est un ordre qui n'est pas souvent utilisé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai perdu de l'argent en bourse parce qu'il n'y a pas d'ordre, en fait. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de structure. Mais les pouvoirs, vous l'avez. Tu vois? Donc, si tu dis quoi, je vais protéger mon portefeuille ou bien je vais protéger mon capital,
Oui, mais au final, tu es perdant, en fait, quoi qu'il arrive. Quand tu utilises le stop loss, Oui, si tu es tu quand peux même. mettre aussi ton stop loss à 100. Tu dis que moi, voilà, j'ai mis 100, j'ai acheté un titre à 100 euros. Je ne suis pas prêt à perdre plus de 100 euros. Tu mets ton stop loss à 100. Tu Ok. comprends? Ou bien à 100, peut-être pas. Tu le mets voilà, à 99. Oui, oui, au moins, quand Au même. moins, tu Sinon, mets dans à ce cas-là, 99. la personne, elle n'est pas apte à être en bourse. Si tu veux pas perdre au moins ne serait-ce que 5% de ton investissement, c'est trop profil prudent, ça, c'est pas possible. Et voilà, mais tu as la possibilité de mettre un stop loss. Tu dis que voilà, voici ce que je suis prêt à payer. Voici ce que je suis prêt à perdre. Et si, selon toi, tu es prêt seulement à perdre 2%, peu importe, tu mets ton stop loss. Tu vois. Mais c'est une possibilité qui existe, mais qui n'est pas souvent utilisée. Enfin, pour les gens qui ont très peu de connaissances, parce que les gens qui s'y connaissent le mettent toujours. Mais quand tu investis à long terme, ce n'est pas vraiment un ordre qui est conseillé. Parce que moi, sur les comptes que je gère, je n'ai pas de stop loss. Tu vois. J'ai pas de stop loss. Un stop loss est souvent intéressant pour les traders. Tu vois. Ok. Les Oui, ceux traders, qui tradent à court terme, quoi, dans les 10, 20, 1 heure, ah, il a intérêt à voilà, regarder pour pas perdre. voilà. Donc, il a intérêt à mettre son stop loss aussi. Sinon, il risque de perdre beaucoup d'argent. C'est pas évident. Donc, ça, c'est fortement conseillé pour les spéculateurs ou bien pour les traders qui, euh, qui mettent leur argent sur le marché pour pouvoir faire des gains à court terme. D'accord. Et pour les gens qui investissent à long terme, un stop loss n'est pas trop intéressant, du moins si tu n'as pas peur du marché. Parce que si tu vois le marché commence à baisser, par Mhm. exemple au mois de mars, tu vois, quand tu as un portefeuille, tu as acheté un titre à 120 euros et tu vois le titre descendre et baisser jusqu'à 30 euros, tu trembles. Tu vois. Quand tu as un petit portefeuille, c'est encore facile à gérer. Tu vois, si tu as 1000 euros et tu arrives, tu baisses jusqu'à 500, c'est encore facile à survivre. Mais quand tu as des milliers d'euros et tu Mhm. perds 10 000 à 15 000, 20 000 en une journée, tu le sens. Tu le sens différemment, quoi, tu vois. Et si tu n'as C'est pas de vrai. maîtrise, tu pètes les plombs. Tu pètes les plombs. Et, euh, et c'est ce qui arriva au mois de mars, en fait. Tu vois, tu te réveilles vers 14 heures, vers 14 heures, 15 heures, tu regardes, tu vois, waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça arrive. Tu regardes, tu dis, waouh, 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 ça arrive. Et là, dans ce cas-là, tu as deux choix. Soit tu liquides tout, tu fouilles le marché, soit tu te dis, voilà, c'est les soldes, j'ai fait des achats. Ouais. Mais c'est mieux la deuxième stratégie quand même. Parce que, en fait, au final, on se rend compte que c'est des cycles, en fait. Tout à fait. Donc, après, effectivement, si dans ton cas ou dans mon cas, c'est un investissement à long terme, on se dit que voilà, on serre le cœur quand même. On ose espérer que ça va remonter. Mais c'est vrai que si tu trades à court terme, comme les traders sur les marchés, etc., eux, je pense qu'ils sont plus paniqués que si tu as une vision un peu à long terme. Je pense qu'à long terme, tu te dis, OK, ça baisse. C'est peut-être l'occasion de rentrer encore si tu as Mhm. des fonds disponibles, de racheter. Et bah, du coup, ça te fera beaucoup de titres. Et ceux que tu avais acquis et plus ceux-là que tu as créés à ce point, bah, en fait, au final, à long terme, si ça remonte, c'est plus bénéfique pour toi, en fait. Voilà. Mais Voilà. il faut serrer le cœur quand même. Vraiment, c'est ça que je dis. Quand tu as un petit compte, c'est encore facile à gérer, quoi. Tu vois, Ouais. c'est plus facile quand tu as 1000 euros et tu perds 500 que quand tu as 300 000 et tu en perds 70. Hmm. Tu vois, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde, crois-moi. Mais ce qui est bien aussi, c'est que voilà, comme c'est pas tangible, tu ne touches pas, tu as l'impression que voilà, quoi qu'il arrive,
Je ne fais pas ça en main. Tu vois, si on te donnait un sac avec beaucoup de billets, tu vois, une mallette avec des billets, ça serait différent. Tu vois. Ouais. Le fait que ça ne soit pas tangible aussi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup dans le sens que, quoi qu'il arrive, yeah, soit on va remonter, soit tu liquides. Tu vois. Et il faut avoir aussi ce mindset quand tu investis en bourse, de mettre seulement ce que tu es prêt à perdre. Ça, c'est un. De deux, de voir le marché d'une manière de long horizon. Parce que si tu regardes le marché à court terme, tu ne seras presque jamais gagnant. Mais à long terme, tu es garanti du succès d'une manière ou d'une autre. Et quand tu as une vision à long terme, s'il y a un krach boursier, pour toi, c'est une occasion de recharger et d'en racheter. Si tu arrives à contrôler tes émotions. Non, mais oui, c'est vrai après, non, c'est vrai ce que tu dis, et de toute façon, tu as l'expérience. Effectivement, un petit portefeuille, c'est gérable, mais à partir des grosses sommes, ça devient, quand bien même on sait qu'on a investi à long terme, mais effectivement, voir autant de pertes en une journée, ça peut être frustrant et très compliqué à gérer. Non, Quand bien même c'est on fait du yoga où on est la personne la plus zen. non, c'est différent en fait. Tu sens ça différemment parce que quand je dois regarder, quand j'ai vécu le krach de 2008, j'étais en panique en fait. Ouais, j'ai paniqué, mais j'ai pu garder mon sang-froid. J'ai pu garder mon sang-froid et j'ai rien vendu. C'était le moment pour moi d'en racheter encore. Donc, garder ton sang-froid, tu rachètes encore. Et c'est la même chose que j'ai fait au mois de mars. Malheureusement, je n'avais pas vraiment beaucoup de liquidités comme je voulais, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continuerai à faire. De toute façon, sur le marché, il y a un krach boursier tous les jours. Tous les jours. Maintenant, si tu veux en profiter, il faut savoir là où il a eu le krach. Mais il y a un krach boursier tous les jours. Tous les jours. Non, mais il faut garder son sang-froid. Il faut vraiment garder son sang-froid et regarder les choses à une vision long terme et vraiment rationnelle. Si tu as investi dans de très bonnes compagnies, tu vois, Hmm. ça, c'est le plus important de toute façon. Quand tu investis, il faut investir dans des compagnies de qualité. Tu vois. Et des compagnies de qualité, il n'y en a pas 5 millions dans le monde. Il n'y en a pas 5 millions. Tu vois. Il y en a très peu de toutes les façons. Même quand tu regardes tous les secteurs, les 11 secteurs qu'il y a, si tu choisis les meilleures compagnies dans ces 11 secteurs, tu es safe. Il faut seulement investir dans les meilleures compagnies et les compagnies de qualité. Et si c'est le cas, il ne faut pas avoir peur. Tu vois. Parce que les compagnies comme Apple, il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 10. Les compagnies comme Amazon, il n'y en a pas 10. Les compagnies comme Facebook, il n'y en a pas 10. Tu vois. C'est faire les bons choix dans les compagnies sur lesquelles tu vas investir. Et par après, quand il y a les tempêtes, ça fait partie du game. Tu vois. Hmm. Ça fait partie du jeu. Il faut savoir naviguer ces zones de turbulence et garder son sang-froid. C'est ça le plus important. Il y a un autre, on va voir. Et par après, il y a aussi un autre, comment dirais-je, une autre ordre de transaction Mhm. qu'on appelle le stop limit order. Hein? Ça, c'est l'inverse du stop loss. Ok. Hein? Le stop loss, tu donnes pour revendre si le titre
baisse à un certain niveau. Mhm. Le stop limit order aussi, c'est de revendre si tu veux récupérer tes gains. Tu vois, je dis, voilà, si, admettons que tu as acheté un titre à 110 et le titre, après 2 semaines, arrive à 150, tu peux dire, OK, voilà, comme j'ai fait des gains, je veux quand même protéger mon capital. Tu vois, prendre certains profits pour de cette manière limiter tes casses. Mettons que tu as 5 titres, tu peux décider, voilà, j'en vends 3, j'en garde 2, ou bien tu peux carrément décider de liquider tout le portefeuille et de réutiliser ces gains-là pour pouvoir réinvestir ça dans d'autres sociétés. Tu vois. Mais c'est ça que le stop limit order fait, c'est voilà, tu donnes un ordre à ton courtier de pouvoir revendre ton titre si ça atteint un certain niveau, mais en tendance haussière. Le stop loss, Ok. c'est en baisse, l'autre, c'est en tendance haussière. Mais dans tous les ordres que tu donnes, tu dois pouvoir indiquer si c'est un ordre journalier, c'est-à-dire pour seulement à l'ouverture et à la clôture du marché dans la journée, ou bien si c'est un ordre continuel. C'est-à-dire? Continuel, c'est-à-dire pour toujours. Ok. Tant que la valeur n'a pas atteint le prix que tu veux, que ce soit tendance haussière ou baissière, l'ordre va rester. Tu peux donner un ordre continuel pour toujours ou bien un ordre seulement pour la journée. Ok. Et chez les gyros, quand tu donnes un ordre, la somme d'achat est bloquée et réservée jusqu'à ce que toi-même tu l'annules ou bien jusqu'à ce que le courtier ou bien les titres arrivent au niveau que tu veux et ils font les achats ou bien les reventes. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça que ça. C'est comme ça, c'est un peu comme ça que les ordres fonctionnent. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, le plus important en fait pour un investisseur à long terme, c'est l'ordre d'entrée. On dit toujours dans l'investissement, le prix d'achat est plus important que le prix de vente. Tu peux acheter une très bonne valeur, mais si tu l'achètes à un prix qui est trop élevé, tu es perdant. Tu es perdant. C'est pour ça qu'il faut toujours acheter quand la valeur est baissière, en fait, quand le prix descend et jamais au prix le plus haut. Jamais au prix le plus haut. Bien sûr, les gens disent, voilà, comme elle est en tendance haussière, le titre est en train de monter, le cours du titre est en train de monter, peut-être ça peut continuer. Oui, possible. Ça peut continuer à augmenter. Ça peut continuer à augmenter. Mais si ton analyse fondamentale, tu as fait tes calculs et fait tes analyses et tu trouves que voilà, le cours en bourse ou bien le cours, la valeur instinctive de cette compagnie est à tel prix, pourquoi tu vas payer un prix supérieur? Et dans ce cas-là, tu restes à ton prix. Si la valeur n'atteint jamais, ben tant pis. Il y a des sociétés que je voulais acheter, mais comme ils n'ont jamais atteint ce prix-là, il n'y a pas de souci. L'ordre est toujours là. Mais tant que ça n'a pas atteint ce prix-là, je ne vais pas acheter. Oui, mais du coup, par exemple, je prends l'exemple que tu viens de dire, et ces mêmes actions-là, au final, tu te rends compte que ça a doublé. Est-ce que tu ne dis pas que j'aurais dû rentrer au cours du marché? Non, non. Pour deux raisons, en fait. Si mes analyses sont correctes, j'ai raison. Parce que le prix, en fait, le cours en bourse d'une action n'est basé seulement sur les émotions des gens. Le cours en bourse d'une action n'a rien à voir avec la valeur actuelle de la compagnie. Voilà. Si, on va prendre l'exemple, si Donald Trump va sur Twitter aujourd'hui et puis dit que voilà, moi je vais investir dans Apple,
tous les gens qui le suivent vont aussi acheter les actions d'Apple. Tu vois, si maintenant, admettons que Donald Trump a 50 millions de personnes qui lui suivent et que ce que lui fait, ils vont le suivre par aussi. Si, admettons qu'aujourd'hui, il y a 50 millions de gens qui vont acheter des actions d'Apple, le prix va grimper à plus de 300. Mais juste parce que les autres l'ont fait, ne veut pas dire que toi aussi tu vas l'acheter. Donc, le prix en bourse d'une action n'a rien à voir avec la valeur réelle de la société. Tu vois? Et quand tu investis, c'est préférable de payer ou bien d'investir dans la société au cours réel selon ton analyse fondamentale ou bien fondamentale. Donc, le cours en bourse d'une action, ça, c'est les sentiments des gens auxquels ils sont prêts de payer. On va prendre un exemple très simple. Tu peux avoir un ballon de basket. Moi, j'aime le basket. J'ai un ballon de basket. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Mais c'est un ballon que j'ai acheté, on va dire, à 30 dollars, à 30 euros. Mais c'est un objet qui a beaucoup de valeurs sentimentales pour moi. Beaucoup. Parce que voilà, à 10 ans, quand tu l'as plus de 10 ans, c'est beaucoup. Donc, il y a beaucoup, j'ai beaucoup joué avec, j'ai passé des bons moments avec. Mais si quelqu'un me dit, voilà, à combien tu aimerais vendre ton ballon de basket? Je ne vais pas le vendre à 30 euros. Je vais lui dire, voilà, pour moi, ajouter mon espérance, mes sentiments, mes valeurs sentimentales sur ce ballon, je suis prêt à le vendre à 1000 euros. Si je trouve un acheteur à 1000 euros, ben, tant mieux pour moi. Mais le prix, à l'état actuel du ballon, elle en vaut peut-être 5, ou même peut-être rien du tout. Mais s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer à ce prix-là, ben, on vendra à ce prix-là. Mais ça n'a rien à voir avec le prix réel de la chose. Parce que même quand tu regardes, quand les stars meurent, ils revendent leur affaire. Tu vois, j'ai vu récemment, ils ont vendu, je ne sais pas, un chapeau d'une star entre le prix des 300 à 500 000 dollars. C'est un chapeau qu'il lui-même peut-être acheté à 5 dollars. Voilà. Mais le prix ou bien la valeur actuelle du chapeau n'en vaut pas 500 000. Tu vois, elle reste 6 ou bien 5 dollars. Mais plus il y a les valeurs sentimentales, émotionnelles dedans, le prix peut monter. Tu vois. Donc, au moment que tu sais que voilà, j'ai fait mes analyses fondamentales, voici ce qu'il y en est sorti, tu restes sur ton prix, que la valeur monte. Si elle monte, tant mieux pour la société, tant mieux pour les gens qui ont fait de l'argent. Mais toi, il faut être franc et consistant sur le prix que tu as pris. Oui, en fait, il faut être vraiment confiant de son analyse et surtout en fait, il faut être convaincu du choix qu'on va faire, en fait. Oui, mais Et cela ne tout veut pas dire que ça ne peut pas changer. Hein. Cela ne veut Hmm, pas dire que ça ne veut pas changer parce que les sociétés évoluent. Tu peux avoir un rapport financier aujourd'hui qui est complètement différent de celle de demain. hmm, Tu vois. Donc, si j'ai fait mon analyse fondamentale aujourd'hui, je dis que voilà, le titre en vaut 50 et après 3 mois, je le fais, je dis que voilà, j'ai fait et je trouve qu'avec les informations que j'ai maintenant, le titre en vaut 60, je paierai le prix que j'ai pu calculer selon mes analyses fondamentaux. Ça peut changer. Ça ne veut pas dire que si, d'après mon analyse fondamentale, le titre est à prix de 50, que ça va rester à 50 pour toujours. Tu vois. Ça peut évoluer, comme ça peut descendre, dépendant de la performance financière de la société. Il faut prendre ça aussi en compte. Tu vois. Tu peux analyser un titre aujourd'hui, avoir un prix, et quand tu l'analyses dans 6 mois, le prix est complètement différent. Tu vois. Donc, quand je vais prendre une position sur un titre que je n'ai pas encore dans mon portefeuille, que j'ai fait l'analyse fondamentale aujourd'hui ou bien il y a 6 mois, si je dois prendre la décision de l'acheter aujourd'hui, je ferai l'analyse aujourd'hui aussi. Et après mon analyse, je prends une décision.
dépendant de l'analyse technique. Donc, quand tu achètes, tu dois faire un investissement, il faut toujours prendre en compte l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale te permet d'avoir combien tu es prêt à payer et l'analyse technique te permet d'avoir ton point d'entrée. Tu sais que voilà. Pardon, l'analyse fondamentale te permet de savoir combien le titre vaut et l'analyse technique te permet de savoir à quel point tu dois entrer. Donc, c'est un peu ça. Il faut toujours faire tes propres analyses avant de prendre une décision d'investissement. Toujours. Donc là juste pour refaire, donc l'analyse fondamentale. Donc c'est combien le titre vaut? Non, l'analyse fondamentale, c'est un peu plus vaste. Quand tu fais l'analyse fondamentale, D'accord. tu regardes plusieurs éléments. L'élément le plus important, c'est le management. Qui gère la société? Parce que quand tu investis dans un titre, tu achètes une action, tu investis dans la société. Quand tu investis dans la société, tu vas avoir des bonnes personnes qui vont gérer pour toi ton investissement. À qui tu as confié ton argent pour que ça soit géré. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Et moi, j'ai dit personnellement, en tant qu'investisseur chez Amazon et Apple, Jeff Bezos travaille pour moi. Tu peux rigoler, mais Jeff Bezos travaille pour moi. Le but de Jeff Bezos, c'est de faire en sorte que mon investissement augmente. Tim Cook travaille pour moi. Le but de Tim Cook, c'est de donner la valeur aux actionnaires. Donc, peu importe le travail de chaque CEO, c'est de donner de la valeur aux actionnaires. Donc, en tant qu'actionnaire, le CEO travaille pour toi. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi. En tant que CEO, ils ont le travail de gérer la société et de gérer aussi mon investissement. Et faire en sorte que l'investissement que j'ai fait augmente au fil du temps. Donc, tu regardes l'équipe qui va prendre en compte ou bien prendre en charge la société dans laquelle tu vas investir pour savoir s'ils vont bien gérer ton investissement. Ça, c'est un. Et deux, tu regardes quelle est la part du marché que la société a. Est-ce que c'est une société qui est facile à écraser? Est-ce que c'est une société qui a beaucoup de parts de marché? Comment est-ce qu'ils performent comparé à la compétition? Prenons une société comme Coca-Cola. Il y a beaucoup de sociétés qui sont venues après Coca-Cola et qui ont disparu. Mais Coca-Cola est toujours là. Pepsi a essayé de compétir avec Coca-Cola. Elle n'a pas pu. Pepsi n'a pas pu. Mais Dieu merci pour Pepsi. En tant qu'actionnaire de Pepsi, ils ont été très malins. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas se battre avec Coca-Cola. La compétition était trop forte. Coca-Cola avait une très grande part du gâteau. Donc, ils se sont dit, au lieu de continuer à faire la guerre avec Coca-Cola, pourquoi pas se diversifier notre portefeuille et se focaliser dans les éléments auxquels Coca-Cola n'est pas. Et c'est comme ça que Pepsi a pu grandir en diversifiant leur portefeuille. Ils sont partis dans les snacks, là où Coca-Cola est très peu. Tu vois? Donc, chaque fois quand tu vois Coca-Cola à côté, il y a Pepsi de l'autre côté. Tu vois, les gens boivent la cola, mais ils ont des chips ou bien des cacahuètes qui appartiennent à Pepsi. Donc, il est très difficile de boire, bien de consommer Coca-Cola sans consommer Pepsi à côté.
Pour la simple raison que Pepsi avait compris que non, ça ne sert à rien de faire la guerre avec Coca-Cola, on ne va pas pouvoir les battre. Surtout sur un marché dans lequel ils ont une très grande part du gâteau. Donc, par après, il faut regarder aussi l'écosystème de la compagnie. Comment est-ce que la compagnie fonctionne? Comment est-ce qu'elle garde ses clients? Et comment est-ce qu'elle attire de nouveaux clients avec de nouveaux produits? Prenez l'exemple d'Apple. Quelqu'un qui achète un iPhone est accro d'Apple, que tu le veux, que tu ne le veuilles pas. Ouais. Tu es accro. Quand tu rentres dans l'écosystème d'Apple, c'est très difficile de sortir. Très difficile. Ils vont tellement te faciliter les choses que tu vas oublier ton Samsung. Si tu avais un Samsung par avant. C'est très difficile de rentrer dans l'écosystème d'Apple et puis d'en sortir. Très difficile. Tu vois, tu as Apple Phone, Apple Watch, Apple TV, tout est connecté. Tu rentres dans leur écosystème et ils te facilitent toutes les choses. Ils ont une tellement grande part du gâteau que c'est très difficile aussi de les détrôner. Donc, ça, c'est un autre point. Un point aussi très important, c'est la performance financière de la compagnie. Quels sont les chiffres de vente? Quels sont les pourcentages de croissance? Combien de dettes est-ce que la compagnie a? Est-ce que les dettes que la compagnie a, est-ce qu'elle peut les payer? Si oui, dans combien de temps? Quels sont les ratios de la société? Quelles sont les Tu sais qu'en attentes? t'écoutant, excuse-moi de Oui. t'écouter, mais en t'écoutant, euh, c'est vrai que je dis un investissement, c'est pas rien en fait. C'est pas On rien. se dit, on se dit souvent, enfin après moi, je prends mon exemple. Pour moi, acheter un titre, voilà, je regarde vite fait, ok, c'est connu, etc. J'achète, enfin, ou un échange avec une personne, j'achète. Mais là, c'est vrai qu'en en ayant tout ça, je me dis, il y a un gros travail derrière. Et effectivement, les gens qui, entre guillemets, qui accroissent leur portefeuille, qui accroissent leur portefeuille, c'est parce qu'ils font ce travail-là. Ou qui ont un très bon portefeuille, ils font ce travail-là. Et ceux que les portefeuilles, enfin, divaguent un peu, ou c'est un peu, c'est comme ça revient au même point, le travail. C'est Oui. effectivement, tout ce que tu me dis là, c'est des choses que, excuse-moi du terme, je m'en foutais. Enfin, moi, j'analyse pas tout ça pour acheter un titre. Ah non, il faut. C'est juste, Il on en faut. parle ou c'est au cœur de l'actualité, ok, d'accord. Ça, Mais c'est une erreur très grave. Il faut. Il faut. Parce que mais je pense que beaucoup de gens font ça pour la simple raison que soit c'est même pas mal de connaissances, soit c'est parce que quand pour eux, ils disent que je vais acheter un titre, et je dis voilà, c'est un bout de papier, ils prennent pas ça comme ils allaient actuellement c'est acheter ça, dans une compagnie. Parce que c'est pas tangible aussi, quoi, tu vois. C'est pas tangible. Je dis, ah, il faut acheter un titre, j'achète et puis je vois. Mais ce que tu fais là, c'est pas vraiment investir. Ça, c'est de la spéculation. Parce que tu espères que le titre va augmenter voilà, c'est sans ça, rien c'est ça. Mais non, mais c'est clairement ça. Et là, je suis quand même, je suis content qu'il y ait des personnes comme toi. Ça s'appelle l'éducation financière, ce que tu es en train de faire. faire. Et on l'a pas, ou du moins on l'a. Moi, par exemple, c'est pas parce que je travaille en banque, je l'ai peut-être, mais pas aussi profond que ça. Et effectivement, mais ouais, non, mais là, ça fait beaucoup de travail quand même. C'est du boulot. C'est du boulot. Et c'est là où j'interviens. Je fais le travail pour vous. D'abord 2 minutes, hein, je vais prendre mon chargeur, j'arrive. Ok, ok, pas de souci.
Ouais, excuse-moi, hein. Non, c'est bon. Ouais. Donc, ce que je disais, en fait, pour revenir, une fois que tu as regardé le bilan financier de la société, il faut par après voir à combien est-ce que la compagnie vaut. Quelle est la valeur instinctive de la compagnie. Et une fois que tu as fait tes calculs et tes analyses, tu es bon. Tu vois. Donc, c'est beaucoup de travail, mais Ah oui, là, c'est… ça demande de la connaissance. Tu vois. Pour les gens qui n'ont pas toutes ces connaissances, je comprends que ça peut faire beaucoup, mais il faut un suivi, en fait. Tu vois. Parce que c'est que les gens oublient souvent, c'est qu'ils voilà, ils achètent un titre, après ils l'oublient, quoi. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je conseille à personne. Quand j'achète, mais quand j'investis dans une compagnie, j'ai fait les suivis, comme je disais tout à l'heure, tous les jours. Après tous les trimestres, les compagnies sont obligées de rapporter leur bilan financier. Et ça, j'utilise ça aussi toujours. Ils font aussi des présentations qu'ils font pour les investisseurs, le earning calls. Et ce sont des calls auxquels je participe toujours, soit en direct, soit par après, j'écoute l'enregistrement. Tu vois, pour voir ce que les analystes pensent, premièrement, quelles sont les attentes de la société et comment est-ce qu'elle a performé. Tu vois. Et ça, seulement le earning call et tout ça, par trimestre, ça te prend déjà 5 heures. Seulement ça. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de limiter mes portefeuilles à pas plus de 20 titres. Du coup, Pour la simple raison que si tu dois suivre tout ça, ça prend du temps. Tu vois. Et si tu as 50 titres dans ton portefeuille, ça devient difficile à faire un bon suivi, quoi. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut suivre ce qui se passe avec la société et surtout ce qui se passe avec le secteur aussi. Ça, c'est important. Très important. ouais. Donc, l'analyse fondamentale est une analyse très large avec beaucoup de composants qu'il ne faut pas oublier. Ok. Et du coup, ok, donc tu m'expliques et pour le technique, ça, tu utilises quoi comme données, enfin? Tu as besoin de quoi comme données à peu près? Enfin, pour l'analyse technique, c'est plus une analyse du mouvement du graphique de la valeur que tu veux acheter. Il y a des moyennes que j'utilise, que je regarde. Comme je disais tout à l'heure, les moyennes du mouvement de 52 semaines. Il y a le moyenne de 20 semaines et de 200 jours. Et la moyenne de 5 ans. Tu peux analyser, voir comment est-ce que le prix du cours de l'action a bougé pendant une certaine période. Quand tu prends ça en considération, tu prends en considération le prix au cours boursier que les analystes sur Wall Street ont donné. Par après, je regarde le VIX, les indices, pour savoir que, OK, est-ce le bon moment d'acheter? Est-ce le bon moment d'investir? Il y a plusieurs choses que tu dois prendre en compte pour pouvoir faire un achat. Mais dans l'analyse technique, c'est vraiment ce que je considère en fait. C'est les moyennes de certaines périodes et les prix qui ont été donnés par les analystes. Pour plus en faire une comparaison sur ce que moi je pense et sur ce que les analystes sur Wall Street pensent de la valeur. Parce que si
Moi, j'ai analysé un prix, on va dire, je dis que voilà, mon prenant très bien ce que j'attends de la valeur, on va dire un prix de 10 et les analystes viennent avec un prix de 50, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, je sais qu'il y a quelque chose. Ou bien j'ai fait quelque chose que je n'ai pas compris, ou bien eux, ils ont vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. C'est pas pour dire que j'ai tort ou bien j'ai raison, non. C'est que voilà, il y a un très grand décalage. C'est qui est possible, des fois que ça arrive, tu vois. Tu vois quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Et quand c'est à ta faveur, Dieu merci, c'est encore plus intéressant. Tu vois? Parce que quand tu regardes, tu analyses une compagnie, tu regardes les bilans financiers, tu regardes tous les actifs qu'une compagnie a, ça peut arriver que, en analysant les actifs de la compagnie, tu as vu quelque chose que les analystes n'ont pas vu. Tu as vu quelque chose que les analystes n'ont pas vu. Peut-être qu'ils ont sous-évalué certains actifs auxquels tu dis que voilà, ces actifs-là en vaut beaucoup plus pour telle raison. Et si c'est le cas, tant mieux. Tu vois, tu peux l'acheter à un prix beaucoup plus favorable parce que les analystes ou bien les gens n'ont pas vu ce que tu as vu en analysant la compagnie. Et ça arrive souvent. Tout le monde ne regarde pas les actifs de la même valeur. Tout le monde n'analyse pas les choses de la même valeur, les actifs. Mais ce qui est vrai, c'est que les chiffres ne mentent pas. Tu vois, $1 pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Ok. Oui, ça fait beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail. Mais il ne faut pas que ça te fasse, il ne faut pas que ça commence à te faire peur. Non, 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 du tout. Au contraire, bah, on avait très bien échangé la première fois, donc je t'avais dit ma motivation. Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est plus pour moi, ça m'ouvre les yeux que en fait, nous, on fait des petits clics sur Internet où on achète des choses, mais derrière, derrière tout ça, il y en a, ils font plus que ça avant de cliquer et d'acheter. Et en fait, on a tellement cette vision-là, que le marché financier, c'est bah, du coup, maintenant que c'est libéralisé, c'est accessible à tout le monde et que tout le monde peut acheter, tout le monde peut. Du coup, on en oublie que ça reste quand même un marché et sur un marché, il faut l'analyser. Certes, c'est pas un marché entre guillemets, enfin, nous, derrière nos écrans, c'est pas un marché réel vraiment, mais il y a quand même des analyses et que oui, avant de s'engager, il faut bien voir les choses derrière. Oui, mais c'est ça l'erreur que beaucoup de gens font. Hein. Ils achètent seulement et quand ça va, quand tout va bien, ils sont contents. Ils disent voilà, je suis très intelligent, j'ai gagné de l'argent. Mais quand ça va pas, ils disent non, le marché, quand tu investis, tu perds seulement, donc il faut pas investir. Non, c'est pas qu'il faut pas investir, c'est que voilà, tu as mis de l'argent quelque part, alors que tu ne savais pas ce que tu faisais. Voilà. Je ne dis pas que dans la bourse, il n'y a pas de risque, mais si tu sais ce que tu fais, tu peux naviguer pendant les tempêtes et t'en sortir. Et c'est heureusement pendant les tempêtes que l'argent s'est fait. Et ça, c'est pas seulement en bourse. Ça, c'est partout au monde. C'est pendant la crise que les millionnaires naissent. C'est pendant la crise que les gens se font de l'argent. Mais ça, c'est vrai. Et je ne connais pas si j'ai regardé un film, c'était en 2005. C'était avec Denzel Washington. Comment ça s'appelle The Inside Man. Ça, c'est le titre en anglais, en fait. Il jouait le rôle d'un policier qui traquait des gens qui avaient braqué une banque. Tu vois. Dans ce film, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a une phrase dont la dame a dit que When it's blood on the street, it's time to buy property. Et ça, c'est une phrase qui est souvent utilisée dans dans le monde financier. Quand c'est le chaos, c'est le moment de faire de l'argent. Et ça, c'est partout. C'est dans les Même en endroits ce les plus, moment, c'est dans même les en ce endroits moment les de plus Corona. chaotiques. C'est dans les endroits les plus chaotiques que les gens se font de l'argent. Et c'est pendant Corona que beaucoup de gens se sont fait de l'argent. Tu vois, Ouais. moi, je ne vais pas te mentir. Moi aussi, personnellement, le Corona, pour moi, c'était, je ne vais pas dire un miracle, mais Ah là là.
Euh, Les profiteurs de la finance. le Corona a été très gentil pour mon porte-monnaie, je vais dire ça comme ça. Ok. Non, mais c'est vrai, effectivement. Bah, je regarderai le film d'ailleurs, je connais pas le film. Mais non, effectivement, en fait, il y a des opportunités partout. Mais avant tout, il faut avoir la connaissance et c'est ce qui manque à pas mal de gens, de jeunes ou autres qui veulent se lancer. Et au final, en regardant deux, trois vidéos sur Internet, ils croient qu'ils savent. Mais alors que non, il y a un gros travail derrière et voilà, surtout, c'est que c'est à long terme, en fait. Non, Donc, c'est plus un truc à long terme, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut seulement investir dans les meilleures sociétés. Tu vois, Euh, l'investissement, c'est pas sorcier. Hein, tu vois, quand tu choisis les meilleures compagnies au monde, il y a très peu de chances que tu te casses. Mais comme je dis, il faut faire un suivi parce que les choses changent. Les choses ouais, changent. Voilà, les c'est surtout compagnies ça peuvent aussi. être au niveau 1 aujourd'hui et demain, ça descend au niveau 2. Tu vois, pardon, Oui, au niveau 1 c'est et ça puis ça aussi. descend, on se zone, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de changements. Il faut faire du suivi pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a monté, pourquoi ça a baissé. Tu vois, parce que c'est pas seulement important de savoir pourquoi les titres a baissé, mais pourquoi aussi pourquoi les titres sont en train de monter, c'est aussi important. Hmm. Qu'est-ce qui fait que voilà le titre a monté? Tu vois, j'ai regardé euh, mon compte cet après-midi, j'ai un titre sur le compte de mes enfants et c'est Pfizer. Et en regardant, je vois que le titre avait franchement avait monté. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le titre est en train de monter de cette manière? Et en tapant dans Google, c'est là que je vois que voilà, Pfizer avait annoncé qu'ils ont un vaccin qui est à 90% sûr. Ah, je l'ai lu aujourd'hui. Ouais, mais moi, je ne le savais pas, tu vois. Quand je regardais le compte cet après-midi, Ouais. que j'ai vu ça, je me dis, tiens, tiens. Et en Non, fait, mais voilà, déjà, déjà le fait d'avoir cette action-là, c'est enfin d'avoir l'idée de d'investir dans ça, d'acheter ça, faut connaître. C'est pas tout le monde. oui, mais c'est ça, c'est ça, tu vois. Et c'est un Bah, titre ils ont que annoncé. j'ai depuis longtemps, mais c'est pas le Pfizer, c'est vraiment c'est un plus pour moi côté dividende. Mais quand tu regardes l'action de Pfizer, personnellement, il n'y a pas vraiment, c'est pas une action, euh, comme on dit chez nous en Lingala, il y a combien de motolo. C'est-à-dire, c'est pas une action Hmm. auquel tu peux aller crédentiel. Voilà, j'ai l'action Pfizer. C'est une action, mais qui fait très peu de mouvement. C'est une belle compagnie, mais l'action en soi, pas vraiment. Plus côté dividende que quoi d'autre. Mais Hmm. aujourd'hui, a été haussière. Mais le plus important quand tu investis dans une compagnie, c'est d'investir dans une bonne compagnie et de payer un bon prix pour la société. Tu peux avoir la meilleure société dans ton portefeuille, mais si tu as payé les mauvais prix pour la société, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, toujours acheter un prix bas et vendre un plus haut. C'est ça le game, en fait. C'est Hmm. et doubler ta mise le plus rapidement possible. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus facile à faire grandir un petit portefeuille que de faire grandir un grand portefeuille. C'est ça que les gens oublient souvent, quoi. Tu vois, quand tu es petit, ils disent que non, j'ai pas de capital, mais c'est plus facile de faire grandir un petit portefeuille que de faire grandir un grand portefeuille. Parce que quand tu as un grand portefeuille, ta gestion du risque est différente. Crois-moi. La gestion des risques est complètement différente. Donc, c'est un peu ça. Ok. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, pour l'instant, bah, je pense que j'ai posé les questions aussi par rapport au déroulé de l'entretien. Non, pour l'instant, j'ai pas de questions.
Du coup, juste pour savoir, donc là, la suite, c'est quoi exactement? Ensuite, on fera une autre séance. En fait, je vais préparer ton portefeuille, comment ça sera construit. Comme ça, je vais partager D'accord. ça avec toi. Par après, tu vas déterminer ton budget. Et Ok. comme tu as déjà le compte ouvert, si tu es prêt, on peut commencer à investir. Je te donnerai les titres sur lesquels. Et par après, tu pourras faire les achats. Euh, Ok. donc, mais on fera une autre séance en fait sur laquelle je vais partager avec toi comment est-ce qu'on va on va structurer ton portefeuille Mhm. selon tes besoins. Ok. Et par après, on peut commencer, quand tu seras prêt à faire le transfert, à commencer les achats. Ok. Bon, en tout cas, bah, c'était très enrichissant. Je te remercie énormément. De rien. C'était un échange et aussi un apprentissage, enfin de l'apprentissage pour moi. Après, c'est des choses que voilà que je ne savais pas. Enfin, peut-être que je savais, mais honnêtement, j'ai toujours eu l'habitude, voilà, je lis une actualité financière, on parle d'un titre ou autre, je suis quelqu'un, je saute vite le pas, donc c'est pas que je réfléchis trop. En fait, je pars du principe, si je réfléchis trop, je risque de peut-être de louper une occasion. Donc, la plupart des actions, des trucs que j'ai dans mon portefeuille, c'est des choses que j'ai achetées comme ça parce que j'ai lu des news qui annonçaient. Enfin, j'ai pas eu le temps de vraiment rentrer dans les détails et analyser ou du moins avoir peut-être une personne comme toi qui m'aide et qui mâche aussi le travail. Donc là, du coup, voilà, c'est des choses que j'ai faites comme ça, à l'arraché. Mais effectivement, avec toi, je pense que voilà, on va bien structurer et bien cadrer les choses et ça me permettra aussi, bah, au fur et à mesure, d'acquérir des connaissances et grandir. Après, de toute façon, la finance, c'est un monde qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. Pour une petite anecdote, à l'époque, je me rappelle, j'étais encore au collège. C'était à l'époque des bitcoins, quand ça venait de sortir. Je suivais beaucoup l'actualité et en fait, je voulais acheter des bitcoins. Mais le problème, c'est que j'étais mineur et j'avais pas droit à un compte bancaire, en fait. Parce que en fait, je m'étais inscrit sur une plateforme de trading Mhm, et ils te demandent de rentrer les informations bancaires. Donc, j'avais pas. Et je m'appelle à l'époque, j'avais un ami qui était majeur. mhm. Je l'ai obligé à ouvrir un compte pour que je puisse moi acheter. Bon, au final, ça s'est pas fait. Et bon, je dirais pas que je regrette. Je lui en veux pas parce que là, je vois à quel point où le Bitcoin est arrivé. Je me dis peut-être que j'aurais pu me faire énormément d'argent si seulement, voilà, il avait ouvert le compte ou que j'étais majeur. Mais Mhm. après, voilà, c'est ça aussi qui a forgé mon mental où j'hésite plus trop à passer à l'action. Donc là, par exemple, j'ai acheté des trucs pas sans réfléchir, mais juste en lisant une news, je me dis, ouais, il faut sauter le pas, quoi. Non, mais c'est quelque chose aussi très important, hein. Normalement, quand une information arrive déjà aux news, c'est que c'est trop tard. C'est trop Ah, tard. ça, tu vois. Si c'est une information, que ce soit négative ou positive, sur laquelle tu peux réjouir, c'est déjà trop Mhm. tard. C'est déjà trop tard. Le monde de Mais l'investissement. je me rappelle à l'époque des bitcoins, c'était pas encore, on n'en parlait pas encore. C'était à l'époque où j'allais beaucoup sur des forums, des sites, etc. Mhm, Et, du coup, je suis tombé sur, j'avais lu un article où, enfin, voilà, c'était un site un peu bizarre. Bon, le gars, il parlait de ça. Et du coup, ça a attiré ma curiosité. Je me suis dit, attends, comment ça, une monnaie virtuelle, enfin, c'est fou quand même. On est en 2040 ou c'est comment? Donc, j'ai dit, attends, bah, ça peut être cool d'en avoir, on ne sait jamais. Bon, ça s'est ouais. pas fait, mais ouais. Moi aussi, j'en ai pas. J'ai pas investi dans le Bitcoin. Mais il y a des gens qui sont devenus millionnaires avec Il y a le des gens aussi Bitcoin. qui ont perdu beaucoup d'argent. Comme j'ai dit, en fait, quand tu veux investir, le plus important, c'est le prix d'entrée. Tu vois, Hmm. si tu avais acheté un Bitcoin au prix de 10 dollars, ça en vaut le coup, quoi. Tu vois. Mais au moment que tu vois un Bitcoin atteint déjà les prix de 10 000 par Bitcoin, Hmm. tu vois, c'est un autre niveau, en fait. Tu vois. Tu peux soit décider d'investir dans les fractions ou bien tu achètes carrément.
Mais je ne crois pas vraiment au Bitcoin, mais je crois plus à l'infrastructure, c'est-à-dire le Hmm. blockchain. Et dans ça, j'ai investi. Mais dans la monnaie en soi des bitcoins, non. Mais dans le blockchain, La blockchain, oui, enfin, oui. j'ai investi. L'écosystème, l'infrastructure, oui. Ça j'y crois et j'ai investi beaucoup dedans. Mais dans les bitcoins en soi, non. Oui, de toute façon, là, au point haut, sa valeur, c'est de la folie. Enfin, pas de la folie, mais c'est plus intéressant d'acheter. Mais c'était une petite anecdote pour dire que, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même et moi, je suis motivé. Donc, c'est pas parce que tu m'as dit, tu m'expliquais qu'il y a tout ça à regarder que ça va me décourager. Non, au contraire, ça me motive encore plus parce que bah, j'aimerais bien connaître comment tu fais ça. Enfin, voilà, ça m'intrigue encore plus que me faire peur. Non, mais tant qu'il y a la volonté, c'est ça la chose la plus importante. Parce que moi aussi, hein, je ne vais pas te mentir, j'apprends et je m'informe, je m'instruis tous les jours sur le marché. Il faut continuer à étudier. Je suis aussi un étudiant du marché. Tu vois. J'ai de Hmm. l'expérience, mais il faut continuer à faire mûrir le muscle mental. Il faut continuer à apprendre, continuer à lire, continuer à s'instruire. Et ça finit jamais, en fait. Pour moi, tant que tu n'es pas mort, il faut continuer à apprendre parce que les choses Hmm. changent tous les jours. Voilà. Tu peux avoir, tu peux avoir une société qui sort demain et on dit que voilà, ça c'est le nouveau iPhone. Mais si tu ne lis pas, tu ne vas pas le savoir. Elle peut en Hmm. vouloir, le cours boursier de la société peut être à 1 € ou bien 1 $. Et dans 3 mois, elle saute 1 à 100. Voilà. Et si tu ne t'instruis pas, tu ne pourras pas savoir. Mais ce qui est bien, c'est que le moment que tu franchis le pas et tu rentres dans l'investissement, c'est fini. Voilà. Dans ta tête, tu verras que ça. Tu vas commencer à réfléchir de cette manière-là. Comme un investisseur, tu vas commencer à connecter les choses en fait. À connecter les choses. Tu dis, ah, si j'ai fait ça, quels seront les résultats? Est-ce que je dois m'acheter une nouvelle paire de baskets? La Nike, à vaut 150. Combien d'actions je peux acheter avec 150? Ouais, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça que j'ai réfléchi. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Dit, OK, Hmm. avant de faire tel achat, combien d'actions je peux acheter avec tel montant? Est-ce que si j'ai investi dans Nike, est-ce que j'ai des actions de Nike dans mon portefeuille? Donc, tout ce que j'ai fait est lié en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Si je dois investir dans quelque chose, c'est que je suis actionnaire aussi dans la société. Hmm. J'essaye d'acheter les choses dans lesquelles moi-même je suis actionnaire. Comme ça, j'achète dans ma société Dans la société, effectivement. Ouais, vu comme ça, oui. et C'est l'argent plus, reste dans ma poche. oui, ah oui, tu fais grandir ta société, tu fais, en fait, cette Voilà. vision-là. Ouais, ok. Voilà. Mais tu vois, ça, si tu sais pas qu'en achetant un titre, t'achètes la société, tu ne feras jamais le lien. Voilà. Ou le pire, c'est que tu peut-être t'enrichiras d'autres sociétés qui sont même pas dans ton portefeuille. C'est pour ça que je dis aux gens, je dis, continuez à acheter des Nike, continuez à acheter des Air Jordan, vous mettez l'argent dans ma poche. Et les gens qui ont des Apple, merci, continuez à acheter des iPhones. L'iPhone 12, c'est 12 qui vient de sortir, c'est 12 qui vient de sortir. Oui, Donc, 12. Mais par je contre, au vous, niveau prix, il commence à abuser un peu. 1 200 euros. je vous, euh, je vous conseille d'aller acheter. Il faut acheter beaucoup d'iPhone avant la fin de l'année. Ça, j'aurai beaucoup de dividendes. Oui, en plus, l'action ne fait que monter là, en plus. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, merci pour ton temps. On va clôturer comme ça. Je vais préparer les informations comme ça, je vais te les envoyer. Ok, Et puis, ok. si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, Oui, je pense que peut-être pour le prochain, je préparerai plus parce que là, c'est vrai que je savais pas trop ce qu'on allait aborder. mhm. Mais là, du coup, je sais à peu près pour le prochain entretien. Donc, si j'ai des questions, je vais les préparer en amont. OK, ça va. Alors. Donc, il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Merci beaucoup.
et une très bonne soirée. Et puis, on se retrouve Merci. à la À prochaine. toi aussi. Au OK. revoir. Ciao. Ciao.